La responsabilisation des collaborateurs est une démarche qui a porté ses fruits au sein du groupe Michelin lorsque Bertrand Ballarin était directeur des relations sociales. Pourquoi donc les entreprises ne mènent-elles pas une démarche de responsabilisation plus massive comme l'a fait Michelin ? Ça, c'est une question que je me pose depuis bien longtemps, à laquelle je n'arrive pas à répondre, sans doute parce que je ne veux pas y répondre. Mais je vais y répondre quand même, parce que c'est toi. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une méthode. Je ne dis pas qu'il faut faire une démarche de responsabilisation partout pour créer de la cohésion dans le travail, etc. Je dis qu'il y a sûrement d'autres cheminements possibles. Je ne les connais, personnellement, je ne les connais pas. J'ai réfléchi à celui-là, j'ai travaillé sur celui-là, mais je veux bien admettre qu'il y en ait d'autres. On est à plusieurs reprises venu me chercher pour travailler sur une démarche de responsabilisation dans d'autres entreprises que Michelin. Ça n'a jamais fonctionné. Comme il s'agit là de travailler sur une dimension psychosociologique, gazeuse, hein, c'est des sentiments, des émotions, des idées, pas des choses avec lesquelles le monde de l'entreprise ou le monde de l'administration ou le monde des organisations opérationnelles, on va dire. C'est pas quelque chose avec quoi ce monde se sent particulièrement à l'aise. Bon. Et puis comme on disait tout à l'heure, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent de la constance dans le pointage, comme on dit dans l'armée quand on parle de tirer au fusil. Ça demande que à chaque fois qu'il y a une chrysote là qui passe dans le ciel, on n'arrête pas tout en se disant oh, la crise est essentielle, on va se concentrer là-dessus, on arrête le reste. Ce qui dans les entreprises arrive à chaque fois. Donc c'est un effort qui devrait être long, progressif, demandant un grand accompagnement, une présence permanente du management pour vérifier que ça se passe bien, que tout est en place pour que les collaborateurs se sentent autorisés à prendre des initiatives, n'aient pas peur de commettre une erreur, enfin on voit bien. Et bien très vite, ces démarches s'effilochent, elles s'évaporent dans, je dirais, le fatras des activités quotidiennes. Les activités quotidiennes, là, on se sent à l'aise avec, hein, c'est de la routine. Même quand c'est de la crise, c'est de la routine. On n'arrive pas à sortir de cette routine, et donc c'est très difficile d'aller au bout de ces démarches. Tu as récemment été auditionné dans le cadre du Conseil national de la refondation sur la question de la démocratie au travail. Quelle réponse as-tu apportée ? C'est un outil de préparation de la décision ou de la législation, hein, qui est couramment utilisé depuis des décennies par les gouvernements successifs. Des petites auditions de 45 minutes, 1 heure, où on arrive individuellement ou par deux. On est face à un groupe de personnes qui nous auditionnent. On fait une petite présentation de 10 minutes, et puis après on répond à des questions. Et pendant mes 10 minutes, de quoi que c'est-il que j'aurais causé? Eh ben, quand on se pose des questions sur la démocratie au travail ou en entreprise, la responsabilisation amène les salariés à prendre des initiatives, à prendre des décisions par eux-mêmes, mais aussi à délibérer entre eux sur les bonnes décisions à prendre, sans attendre en permanence qu'il y ait un chef qui les prenne pour eux. Et donc, puisqu'il y a délibération, il y a une forme de démocratie. Donc, je leur ai parlé de la démarche de responsabilisation, de ses principes, de ses modalités. Quelle distinction fais-tu entre travail et activité professionnelle ? C'est vraiment un débat que j'ai régulièrement. Moi, je n'ai jamais considéré que le travail et l'activité professionnelle rémunérée, hein, le gagne-pain, si je puis dire, c'était une seule et même chose. Bien sûr, mon activité professionnelle, mon gagne-pain, c'est du travail. Je note au demeurant qu'en 8 heures de présence au bureau, il n'y a pas 8 heures de travail, et nous le savons tous. Et je connais même des gens qui arrivent en réunion à ne pas travailler. Bon, mais ils sont présents. Ils font autre chose. Ils rêvent. Bon. Alors moi, je considère, à l'opposé, qu'il y a plein de compartiments de nos existences dans lesquels nous sommes amenés à travailler. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a travail à partir du moment où un individu fait un effort pour transformer quelque chose, qui peut être de la matière, le menuisier, le charpentier,
le maçon, hein, ou pour transformer quelque chose d'intellectuel, hein, et c'est l'écrivain, c'est la personne qui écrit une note pour son supérieur, c'est la personne qui écrit un mail pour informer. Bon, donc un effort visant à la transformation de quelque chose en un produit ou une production qui aura une utilité. Et au demeurant, quand on me parle du sens du travail, moi je dis, le sens du travail est dans l'utilité de ce qu'on fait. Si j'ai l'impression que ce que je fais, l'effort que je consens, et la transformation à laquelle je procède ne sert strictement à rien, évidemment j'ai du mal à donner un sens à mon travail. Mais si on me fait faire quelque chose d'utile, et si on fait en sorte que je vois l'utilité de ce que je fais, a priori je ne me pose plus la question du sens de mon travail. On me dit, non, moi, le travail ça commence le matin quand je pose le pied sur mon paillasson, et que je me dis, ça y est, je vais au boulot. Et ça finit le soir, quand je repose le pied sur mon paillasson, mais il a changé de sens, et je pousse la porte et je sors du boulot. Bon. On oppose souvent loisir et travail. Mais non, la différence entre le loisir et le travail, c'est que le loisir est le domaine de la liberté, de l'activité choisie. C'est ça un loisir. Mais dans les loisirs, nous travaillons. Il m'arrive de jouer de la musique. Qu'est-ce que je dis quand je descends dans ma cave pour jouer de mon instrument de musique? Je dis, je vais travailler mon violoncelle. Donc je n'oppose pas les deux. Alors, tu vas me dire, ça, on s'en fout, c'est de la sémantique. Non, c'est pas de la sémantique, parce que si on dit le travail est souhaitable, il est important pour l'équilibre humain, et qu'on confond le travail avec l'activité professionnelle, on va avoir tendance à survaloriser l'activité professionnelle et à rejeter à la marge toute autre forme de travail, qui pourtant est très importante pour la structuration de la personne humaine, en disant ah oui, mais c'est pas du travail. Là où on veut créer l'équilibre par le travail, on crée un déséquilibre parce qu'on concentre le travail sur quelque chose qui n'est pas choisi librement. Le problème, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir exercer son activité professionnelle, gagner son pain avec quelque chose qui est une passion. Je parlais de l'instrument de musique tout à l'heure. Il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant de leur instrument de musique. Et ils ne pensent qu'à ça dans leur vie. Enfin, certains, pas tous d'ailleurs, parce qu'il se trouve que j'en rencontre et qui jouent bien. Certains ne s'imaginent pas ne faire que ça dans la vie. Donc c'est vraiment, le critère, c'est comment fais-je pour trouver un équilibre personnel de vie. Entre loisirs et activité professionnelle, qu'est-ce qui fait la différence pour en vivre? La différence, c'est dans ce qu'on met derrière le verbe « vivre ». Il n'y a aucun jugeement de valeur dans la réponse que je vais faire. Tu peux vivre de ta passion au sens de en faire ton gagne-pain, et puis tu peux en vivre au sens psychologique du terme, c'est-à-dire que c'est là que tu sens t'épanouir totalement. Vivre au sens de respirer, vivre au sens de... c'est dans cette activité que je trouve l'air qui me fait vivre. Et j'ai du mal à croire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, si je puis dire. Il y a sans doute des gens qui ont un petit quelque chose de plus que d'autres, que certains sociologues ont appelé le capital social, le capital culturel, le capital... Tout le monde n'y arrive pas. C'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, c'est une question, à un moment, d'avoir cette capacité de convertir une richesse que tu as en toi en quelque chose que tu peux utiliser sur le marché, si je puis dire. Est-ce qu'on travaille au cours d'un repas? C'est une question difficile, parce que il y a bien des façons de partager le repas dans le cadre professionnel, en fait. Réponse immédiate, le repas d'affaires, là on bosse, c'est clair. Bon. Mais ce n'est pas le repas qui constitue le travail, c'est ce qu'on dit à cette occasion-là. C'est les signaux qu'on envoie aux autres à cette occasion-là. Il y a du travail, mais le repas est une aide à l'activité de transformation, mais ce n'est pas l'activité de transformation. Je vais prendre un exemple complètement différent. Je vais prendre la visite du colonel. Donc un colonel, c'est un directeur d'usine, un type qui a sous sa responsabilité 1000 à 1500 personnes. Le soir, à la nuit tombée, prend sa Jeep, va visiter une de ses unités au bivouac, parce que les gens sont en exercice opérationnel, et donc il arrive et il se dit je vais aller partager les rations de combat avec les gens sur le terrain. Ils sont au bivouac, il y a le feu, c'était déjà comme ça sous Napoléon, mais c'est toujours comme ça. Ils font réchauffer les boîtes de conserve, on s'assied en rondognon sur des bûches de bois, là, et puis on discute.
Puis les gens posent des questions. Ils ont le colonel qui est là, on va lui poser des questions. Le repas, bon, c'est pas bon, c'est pas confortable. On revient à la qualité de vie au travail. C'est pas bon, c'est pas confortable. Bon, c'est vraiment pas génial. Mais il se passe quelque chose. Et le repas, en lui-même, dans les conditions où on le prend, du fait des conditions dans lesquelles on le prend, du fait de ce qu'il autorise comme échange, comme spontanéité, comme authenticité, a une vertu transformatrice. Et les relations ne seront plus les mêmes. Une semaine après, en traversant la cour, je vais croiser tel ou tel soldat avec qui j'ai partagé le repas au bivouac. Il va me reconnaître, je vais le reconnaître. Mais reconnaître au sens du... On se connaît, nous. C'est complètement différent. Et là, le repas a une vertu absolument incroyable. Puis un troisième type de repas, il y en a d'autres, hein, mais moi je parle de ce que j'ai vécu et qui m'a marqué. La Chine est spécialiste de ça, ils adorent ça. C'est un sport national en Chine. Ils vont dans un énorme restaurant, il y en a plein en Chine, et puis ils y vont à 250. Hein. Le truc, alors, ils invitent le directeur d'usine, machin, et ils fêtent ça, et ils célèbrent ça. Et là, c'est un peu comme au bivouac, mais dans un sens un petit peu différent. Le repas, c'est le repas type de célébration d'un exploit, hein, où le repas sert à la fois d'action de reconnaissance et un petit peu d'engagement à dire ah bah, tu sais quoi, on va le refaire. Et là, il a, pareil, en lui-même, une vertu transformatrice. C'est pas lui, encore une fois, c'est dans le travail que les choses sont nées. Et par le travail que les choses sont nées. Mais le repas est un levier qui, symboliquement, a une vertu transformatrice.